Je vais poser une question qui est non politiquement correcte. Est-ce que nous sommes encore en démocratie? Cette question, elle peut sembler un petit peu étrange quand on vit en France, ou en tout cas pour la majorité d'entre nous, on est en France. Et pourtant, c'est la conversation que je vais avoir avec Flore Vasseur, qui est une écrivaine, entrepreneuse, qui est une journaliste française, qui est une réalisatrice également. Elle a réalisé un documentaire qui s'appelle Bigger Than Us. Et avec Flore, on va traiter de tous les sujets autour du digital, de la manière dont la société dans les pays occidentaux fonctionne. Et vous allez voir finalement que la réponse à la question qui peut vous sembler évidente au début ne l'est pas tant que ça. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Flore. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, ravie d'être là. Ben moi aussi, je suis ravi qu'on puisse discuter, d'autant que tu traites de sujets qui sont essentiels et qui sont, je crois, assez méconnus finalement. Et la première question que je vais te poser, qui peut être un petit peu ardue à répondre sans doute, c'est à t'écouter, je me pose la question, est-ce qu'on est encore en démocratie pour toi? En Europe, hein, j'entends évidemment, en Europe, aux États-Unis. C'est une bonne question et qui m'obsède. Et elle est compliquée. Alors, on a l'apparence d'une démocratie, on a des institutions, on a des élections, on a des partis politiques, on a de la presse, donc normalement une liberté d'opinion, une diversité d'opinion, etc. Ça, c'est le masque, ou en tout cas la structure, à laquelle tout le monde se raccroche pour dire non mais attendez, c'est pas la Corée du Nord, quoi. Et c'est vrai. Néanmoins, je pense qu'on glisse, et ça fait longtemps en fait, hein, c'est pas récent, je pense que peut-être ça a toujours existé, mais c'est devenu très 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 visible. On glisse vers une situation dans laquelle le peuple n'est plus entendu, ou alors il ne s'entend plus. Et c'est ça ma question du moment, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où clairement l'intérêt général n'est plus en haut de l'agenda politique. Ça fait des années, hein, ça fait même des décennies. Les intérêts privés ont pris le pouvoir de façon évidente. Regarde tous les sujets du moment. Enfin, c'est fou, quoi. Le bon sens a complètement disparu. On ne préserve plus la vie, on préserve la croissance économique et les profits. Mais le reste n'a plus voix au chapitre. Et, et, et je pense qu'on est responsable de ça. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on n'entend plus le peuple, ou est-ce que le peuple ne s'entend plus? J'ai l'impression qu'on s'est accommodé de la situation. J'ai l'impression qu'on a accepté ce diktat de l'économie sur nos vies, qu'on a accepté que les intérêts privés priment sur la vie, que c'est devenu OK, on dit ah mais oui, mais il faut sauver les emplois, ah mais la croissance, c'est fou, on est devenu totalement inféodé à cette idée-là. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cherché les complots, comprendre le dessous des cartes, qui gouverne en fait. Et c'est d'une tristesse infinie, parce qu'en fait, ce qui gouverne, c'est la médiocrité. Ce qui gouverne, c'est le fait d'avoir renoncé à se positionner en tant qu'être humain qui n'est que de passage et qui n'est là que pour transmettre, en fait. Cette histoire d'individualisme et de primauté, de suprématie, en fait. Et ce qui se retrouve aussi dans cette attitude un peu compulsive, après moi le déluge, tu sais, cette espèce de rigidité, j'ai tous les droits, etc. Mais c'est une démission totale de l'humanité, en fait. Et c'est ça qui me rend le plus triste. C'est-à-dire que c'est éminemment changeable, tout ça. Et je fais un lien parce que grâce à toi, j'ai retrouvé, ou j'ai pu rentrer en lien avec Annick de Souzenel, et elle en parle magnifiquement bien. C'est cette histoire de retournement, en fait. Donc là, on s'est laissé glisser, totalement infantilisé par la société, ce qu'on nous disait, les réponses faciles, les ordres faciles, finalement. On est comme des petits enfants, quoi. Et là, faut qu'on se retourne et qu'on devienne des grandes personnes. Et ça veut dire renoncer à beaucoup de pseudo-sécurité qui n'en sont plus, y compris se croire en démocratie.
Parfait. C'est fou que tu fasses référence à Annick de Souzenel parce que c'est une femme qui est incroyable. C'est un épisode, je connais pas le numéro, mais c'est une femme de 100 ans aujourd'hui. Moi, j'ai interviewé, elle avait 99 ans. Et elle est extrême, enfin vraiment, vraiment profonde. J'ai cru, quand tu m'as dit ça, j'ai cru que tu allais faire référence à Guillaume Meurice, que j'ai reçu aussi sur le podcast, qui a sorti un bouquin qui s'appelle L'éloge de la médiocrité. Et oui, il dit justement qu'en fait, les politiques au pouvoir sont par essence médiocres. Parce qu'ils ont fait tellement de compromis pour monter là où ils sont que du coup, il ne reste que les médiocres en haut de la pyramide, entre guillemets. Donc, je pensais que tu allais faire cette référence. Je m'attendais pas à ce que tu fasses référence à Annick de Souzenel. Et c'est vrai que c'est une femme vraiment exceptionnelle. J'ai 2 citations sur lesquelles j'aimerais que tu réagisses. La première, c'est que je cite souvent. La deuxième, pas du tout. La première, c'est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Et la seconde, alors je ne sais pas de qui elle est, by the way. La seconde, c'est Kennedy qui dit la croissance mesure tout, sauf ce qui vaut la peine d'être vécu. Je suis d'accord avec ces 2 citations magnifiques que je connaissais pas. Mais tu vois, on en revient à cette histoire de cécité. On est incroyablement programmé. Et c'est vrai que penser la fin du capitalisme, pendant longtemps, ça a été comme un blasphème. Moi, je me souviens, ça fait à peu près 20 ans que je pointe vers ça. Et j'ai fait des études économiques. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de macroéconomie. C'est pas que je sois experte du sujet, mais voilà, tu me parlerais d'automobile, je serais plus désarçonnée, tu vois. Donc c'est plutôt mon terrain de jeu. Pour moi, c'est d'une évidence absolue, mais pendant longtemps, tu ne pouvais pas toucher ça. C'est-à-dire que j'ai vu des gens se mettre dans des colères absolues, noires, tu vois, se battre en disant mais qu'est-ce que tu veux, le retour du communisme, des millions de morts, etc. Comme si c'était panique à bord. En fait, ce qui est très étonnant, c'est la réaction tout à fait ulcérée à partir du moment où tu parles de ça. C'est la panique et c'est une réaction de peur. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore le modèle alternatif. Effectivement, personne ne veut revenir à l'état du communisme comme il a été. Tu vois, c'est vraiment une espèce de sarcasme qu'on te dégaine à chaque fois qu'on veut te claquer le bec sur ce sujet et te faire taire. Mais c'est bien plus... ce retournement encore magique dont parle Annick de Souzenel est bien plus beau que ça. On est devant une page blanche, mais quelle chance! Et tout le monde, enfin la plupart des gens voient ça comme une terreur. C'est comme des petits enfants, tu vois, qui auraient perdu leurs jouets, qui auraient perdu leur maman, leur papa, quoi. C'est cette terreur de l'enfance de ne plus avoir de guide. Et donc, pour faire ce retournement, il y a un deuil à faire. Il faut qu'on s'arrache de ces idéaux-là qu'on nous a balancés, endoctrinés, mais depuis l'enfance. Et puis, l'industrie qui fait le mieux ça, c'est quand même la publicité. Par définition. Enfin, j'espère qu'un jour, on va réguler ces gens-là. C'est juste criminel ce qu'ils font. Et pour travailler avec certains d'entre eux, je sais qu'ils le vivent mal. Et en même temps, ce qui est terrible et magique en ce moment, c'est que le niveau de dissonance avant, tu vois, il était loin. Il était d'abord dans les pays les plus loin possibles. Donc, on voyait pas, on venait en vacances, on se mettait dans nos... je prends cette image, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais ok, pardon, mais je prends l'image de ça, tu vois, du voyage de masse. Prenons Punta Cana. Tu vas à Punta Cana, tu vois. J'y pensais tu vas aussi, dans ouais. ces hôtels de luxe les uns à côté des autres. Tu ne vois rien du pays. Tu es dans ton expérience de l'altérité, soi-disant. Tu repars. Prends un vélo, fais 200 mètres, regarde comment les gens vivent. Tu vois. Et donc, au début, voilà, c'était très, très loin, on voyait pas. Bon, tu peux prendre l'esclavagisme, etc., tu vois. Et puis, ça, tout à coup, ça, à force d'avoir épuisé le monde, et les mondes, y compris les populations, maintenant, ça vient sur nous. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que toute cette violence qu'on a balancée à l'autre bout du monde, on est en train de le vivre, nous. Il n'y a plus personne pour amortir ça. On a tout épuisé. Il n'y a plus de buffer. Donc, on devient le terrain de jeu de la violence du système qu'on n'a pas vu parce qu'elle violentait les autres et qu'aujourd'hui, elle nous violente, nous. Et on se réveille en disant « Oh là là, c'est injuste !» Mais non, mais ça a toujours été le cas, sauf que tu n'as pas voulu voir parce que c'était pas commode pour toi. Et d'ailleurs, toi, ton éveil, c'était le 11 septembre, les tours. Bon, la vie a fait que j'étais là-bas ce jour-là, quoi.
et dans une trajectoire opposée à celle que j'ai maintenant, qui était vraiment, j'étais vraiment une bonne petite du capitalisme, quoi. Je sortais d'une très grande école de commerce, on m'avait dit t'as tous les droits. Bah, j'étais partie à New York monter ma boîte à 24 ans, pensant que j'y arriverais. Et de fait, je dis pas que j'y arrivais, mais ça pouvait tenir, quoi. En tout cas, ça avait le substrat, le parfum d'un succès. Et j'ai vu les tours s'effondrer. Et ma grande chance, c'est d'avoir vu ça de mes yeux, en fait. Et d'avoir ressenti l'impact, la peur, d'avoir été finalement très, très, très proche, tout en étant, avec le recul, en sécurité, finalement. Et de m'être laissée transpercer par ça, quoi. Je crois que c'est ma grande chance, c'est que les choses me transpercent. Et là, tout ce truc de... pardon pour l'anglicisme, je sais que j'en fais beaucoup, get rich quick, capitalist pig, que j'étais vraiment, quoi. Mais me sont glissés dessus, c'est tombé, quoi. Comme des pans d'un échafaudage, tu vois, une façade qui tombe. Et à l'intérieur, il y avait plus grand monde, quoi. Et il y avait la petite fille face au monde qui explose. Et ce que j'ai vu, c'est la violence du monde, mais pas nécessairement celle des terroristes. Je sais que je vais choquer plein de gens. Ce que j'ai vu, c'est notre violence à nous qui déclenchait ça. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Enfin, je veux dire, et c'est ce qui m'affole dans la période actuelle, d'ailleurs. On s'aime, malheureusement, S-E-M-E. Et maintenant, on est en train de récolter toute la toxicité qu'on a balancée, quoi. Donc, l'épisode, il est là. Je veux dire, il y a pas d'autre échappatoire que de traverser ce moment-là. Et il va être... il va falloir qu'on soit très ancré et très conscient de que c'est inéluctable, en fait. Et en même temps, il y a quelque chose de magnifique derrière, quoi. C'est marrant, quand je t'entends parler, ça me fait penser aux Européens, en particulier, ça peut être les Américains également, mais qui, quand je vois leur réaction par rapport aux migrants et qui refusent d'accepter que les migrations, elles sont majoritairement climatiques. Les plus pauvres restent à côté de chez eux en réalité, mais ceux qui ont un peu d'argent, les plus doués finalement, ceux qui ont appris des métiers forts, qui viennent de bonnes familles finalement, ils arrivent jusqu'en Europe. Donc déjà, c'est pas forcément, tu vois, l'imaginaire autour des migrants, c'est toujours, tu vois, des crèves la faim, etc. En fait, en vrai, ceux qui arrivent jusqu'en Europe, en vrai, c'est quand même les plus riches de ces pays-là. Mais c'est surtout que pourquoi ils migrent? Parce que nous, on a consommé, tu vois, pour reprendre ton expression, comme des porcs. Et que, oui, en fait, on a rendu les conditions de la vie là où ils sont impossibles et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de migrer. Et nous, par contre, on dit, ah oui, alors, par contre, c'est comme, moi, l'exemple que je prends, c'est comme un mec qui mettrait une fille enceinte et qui dit, ah non, par contre, moi, je veux pas entendre parler du bébé, quoi. En fait, c'est un peu ta responsabilité quand même. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, tu peux pas dire, je prends du plaisir et puis je mets pas de capote parce que c'est plus agréable. Mais par contre, je veux pas entendre parler de la femme enceinte, tu vois, parce que en fait, ça marche pas. Et là, de la même manière, pour les migrants climatiques, j'ai l'impression que c'est la même chose. Tu vois Absolument. ce que je veux Alors, dire pour caler les choses de façon très ferme, 80% des personnes qui sont sur les routes de l'exil fuient pour des raisons alimentaires. Ils n'ont plus moyen de se nourrir. 80%. Et ils n'ont plus moyen de se nourrir parce qu'effectivement, les changements climatiques font que sécheresse, inondations, etc., il n'y a plus moyen de cultiver la terre. C'est très concret. Tu vois, c'est pas ils veulent nos modes de vie, ils veulent la sécurité, etc. Ça peut arriver parce que une des raisons pour lesquelles on n'a plus accès, on est dans l'insécurité alimentaire, c'est aussi souvent les guerres. Mais tout ça, effectivement, c'est notre et je suis pas dans. Je voudrais juste revenir là-dessus. C'est pas l'histoire de se flageller, quoi. La question est celle de comprendre ce qui se passe froidement. Donc c'est pour ça que je rappelle les chiffres parce que là on n'est pas dans le discours, quoi. Tu vois, on n'est pas dans la moralité, dans le bon sentiment, etc. C'est froid comme un chiffre et c'est pour ça que j'aime bien les rappeler. Après, tu peux avoir ton émotion. Et cette situation des réfugiés, merci de l'évoquer. Peut-être que tu sais que ça m'est
ça me tient particulièrement à cœur pour un tas de raisons, y compris le fait qu'on est tous enfants de réfugiés. Enfin, moi, ma grand-mère était réfugiée, mais j'avais oublié. Et c'est que en travaillant Bigger Than Us et en me voyant combien cette question m'interpellait et combien j'étais complètement... J'étais comme dans j'avais l'impression de retrouver quelque chose de très familier, très familial en fait. Après, j'ai compris quoi. Mais on a enfoui tout ça. Et effectivement, la question des réfugiés est, si tu veux, elle est symptomatique de cette absence de démocratie dont tu parlais tout à l'heure. On devrait être obsédé par ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prendre conscience que c'est ce qui est en train d'arriver à certaines personnes va nous arriver à nous. C'est une vague, elle va nous toucher. Pas parce que on va avoir une vague de migrants, oui, on va l'avoir, mais parce que nous-mêmes, la question de notre sécurité, de l'idée d'avoir une maison de façon immuable et de ne pas avoir à la fuir, elle va être en question. C'est pas vrai pour tout le monde. Là, il y a des accidents. Donc voilà, les forêts ont brûlé l'été dernier, des gens qui ont dû partir sur les routes, quitter leur maison, ne plus jamais la retrouver. L'année d'avant, il y avait eu à Liège, je ne sais combien de personnes déplacées et aussi des morts à cause des inondations. Ça vient. Donc, l'inhumanité avec laquelle on traite ces personnes qui arrivent, est-ce qu'on comprend que c'est nous, en fait, que tout est dans tout? Non seulement ce qui leur arrive, on a une responsabilité là-dedans, mais ce qui leur arrive va nous arriver. Enfin, on ferait mieux d'apprendre on ferait mieux de s'organiser pour encaisser ces chocs-là, plutôt que de dire ça n'existe pas et de construire des murs. Et ce qui est terrible, c'est non seulement, c'est bien sûr la position politique dominante qui est le refus, parce que c'est tellement compliqué et c'est pas vendeur politiquement, parce que ça flatte la peur. Les gens ont peur de perdre. Mais à partir du moment où tu comprends que tu vas perdre, il y a plus rien à perdre. Tu vois, c'est ce truc-là. Et pour être assez proche de certaines opérations, je peux te dire que tout est fait pour que le sauvetage en mer, par exemple, soit totalement impossible. Alors, par toute une série de conventions, et notamment le droit de la mer, mais pas seulement, les gouvernements sont incapables de l'interdire, parce que ça va vraiment à l'encontre des droits de l'homme tels que posés, tu vois, de façon manifeste. Mais voilà, on va rendre toutes les opérations en mer impossibles. On va mettre une pression incroyable sur SOS Méditerranée et les autres. On va lancer les robots pour qu'ils prennent des campagnes de haine incroyables. J'ai discuté avec eux récemment, c'est incroyable à vivre personnellement. Non seulement tu te retrouves avec des gens qui sont sur des canaux, des canaux en train de se noyer, tu sauves qui tu peux. Enfin, imagine le niveau de violence que c'est, des tragédies. Et en plus, quand tu rentres chez toi, tu passes ton temps à te faire vilipender et agresser, même physiquement, parce que tu as sauvé quelqu'un, quoi. Le monde est fou, enfin, je veux dire, mais parce qu'on est fou de peur, on est fou de terreur. Et on n'arrive pas à lâcher ce discours de sécurité qui vient avec la société de consommation, en fait. Et justement, j'allais te dire, en fait, il y a deux choses qui m'ont interpellé dans ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu étais à New York pendant le 11 septembre, tu t'es dit, en réalité, j'étais en sécurité. Et c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que on a une peur phénoménale et que tu dises j'étais à New York, j'étais en sécurité, je trouve ça intéressant. Et la deuxième question qui est liée évidemment, c'est est-ce que cette peur, bon j'ai la réponse mais j'aimerais bien t'entendre dessus, est-ce que cette peur elle est pas justement organisée pour que les gens, en fait, parce que la peur finalement ça génère Ouais. enfin pas de la béatitude, mais tu vois une sorte de truc béat, c'est-à-dire que tu ne bouges pas, un peu comme un lapin devant les phares. T'es contrôlé quand t'as peur. Alors pour la première réponse, effectivement, je ne me suis pas entendu dire ça, mais en même temps je le maintiens. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais pas dans les tours et que je me suis jamais sentie en danger physique, ce qui est peut-être
aussi une façon de subir les chocs. Hein. Beaucoup de gens te disent ça, que en fait ton corps, quelque chose, ton mental prend le dessus et voilà, sans être. Enfin bon, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne te dirais pas que j'ai plus peur de rien. Je sais où sont mes peurs, mais c'est vrai que bon, là, je l'ai pas eu. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles je fais très attention à la peur, c'est que c'est l'outil numéro 1 pour te contrôler. Quelqu'un qui a peur se transforme en petit enfant qui va obéir en fait à n'importe quelle solution qui permettra à court, moyen ou long terme, et surtout à très court terme, de calmer sa peur, de enlever ça. Et encore une fois, les objets, la société de consommation, le discours anti-migrant, le déni climatique, le quant à soi, le refus de l'intergénérationnel, c'est la même chose. C'est le refus d'adresser sa peur. Comprends. Mais la question, c'est, et c'est encore une fois pour ça que je vois la puissance de cette parole d'Annick de Souzenel sur le retournement. Il y a un moment, il faut se mettre en colère contre cette peur. Il faut voir que c'est une manipulation. Il faut voir que, de toute façon, on n'a pas le choix que de la traverser. Ou alors, on se transforme, ou alors on se disjoncte, en fait. Dans le sens, on se désactive totalement. Et là aussi, c'est organisé. Les réseaux sociaux, l'information, comment on appelle ça, l'obésité informationnelle, tout ça, c'est fait pour te maintenir dans un état de choc, en fait, permanent, et te désensibiliser à ce qui se passe. Mais on s'auto-anesthésie, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, c'est toi qui ouvres ton Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ? Tu vois ? Et là-dedans, c'est quoi, selon toi, la place des médias ? Parce qu'en fait, les médias, ils sont beaucoup critiqués. Et je voudrais qu'on fasse attention à pas tomber dans le complotisme non plus, mais les médias, ils sont contrôlés aujourd'hui par on le sait, par des gens qui sont très riches, néanmoins. C'est pour ça qu'ils les achètent, hein, d'ailleurs, parce que un média, c'est pas très rentable. En tout cas, il n'y a plus vraiment de rentabilité. Il y a cette chose-là. Donc, il y a des grands médias qui sont maîtrisés par des milliardaires. Il y a beaucoup de médias gratuits. Il y a, en fait, il y a beaucoup d'informations. J'ai l'impression que les gens sont ensevelis dans l'information, en particulier avec les chaînes d'information en continu. Donc, dans cette génération de la peur, enfin, dans le fait de générer de la peur, et ce qu'on a fait beaucoup avec le Covid aussi, je t'ai entendu sur le Covid, et c'était intéressant de voir comment on a généré de la peur. C'est quoi le rôle des médias ? Alors, il y a les médias et il y a les personnes qui le font. Donc, je vais commencer par les personnes qui les font. Je ne connais pas un journaliste qui est heureux aujourd'hui de son métier. Et je ne connais pas un journaliste qui choisit ce métier en disant « Tiens, je vais travailler pour un capitaine d'industrie ». Les personnes au démarrage sont bien intentionnées. C'est un métier magnifique. C'est un métier d'humanité. C'est un métier de courage. C'est un métier de prise de risque. C'est un métier ambitieux. C'est formidable comme métier. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place pour faire ça. Pourquoi ? Tu l'as dit toi-même. Les médias ne sont pas rentables. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a dit la presse doit être gratuite. Ça doit devenir une marchandise. C'est ce jour-là qu'on a tué la presse. C'est ce jour-là qu'on a tué la liberté d'opinion. On s'est tous accommodés de ces journaux gratuits. Ça a cassé la dynamique du journalisme. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas faire une enquête fouillée, tu vois, de vraies investigations, etc., de ton canapé. Faut aller au contact, faut se déplacer, faut passer du temps, faut enquêter, faut se remettre en cause, faut un rédacteur en chef qui te remet en cause aussi, qui te pousse. Et là, dans les structures économiques de la plupart des médias aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il y a cette contrainte économique. Il faut que ça soit rentable. Au-delà du fait que ça appartient à des capitaines d'industrie, comme on paye quasiment plus la presse, eh bien, qui paye ? Eh bien, c'est les annonceurs. Donc, si tu as une grande banque, et je ne vais pas la citer, mais qui tient 12% du marché de la pub
dans la presse quotidienne nationale, tu comprends bien qu'il n'y aura jamais un article à charge contre ces mêmes manques. C'est pas possible. Donc, et là aussi, on a une responsabilité. On a accepté ça. Alors après, la peur. Pourquoi où est-ce que ça marche, la peur? Ben, c'est hyper profitable. Vous revenez. Vous avez peur, vous voulez savoir ce qui se passe ensuite. J'écris des histoires. Je vois bien à quoi ça sert. Vous allez revenir. Donc, il faut bien comprendre que cette picouse, en fait, qu'on nous donne. Enfin, moi, je pas la télé, voilà. Mais j'ai malheureusement des parents qui sont des gens brillants, que j'adore, que j'admire, qui sont tombés dans le piège. Et pendant le Covid, je les ai vus à l'œil nu se transformer en enfants terrorisés. Parce qu'ils regardaient des chaînes. Voilà. Et c'est effrayant. Et je suis en colère contre ces gens-là, parce que c'est comme la pub, en fait. Il y a un moment, je pense que voilà, il y a une responsabilité collective dans ce qui est en train de se passer. J'attaque pas les gens, parce que je sais qu'ils sont malheureux. Et qu'il faut aussi que, me disent-ils, eh bien, ils payent l'école des enfants, enfin c'est gratuit, mais bon bref, tu vois, les excuses habituelles de pourquoi je bouge pas, quoi. Mais voilà, on est en train de produire cette société-là, et quand on est journaliste, on a une responsabilité qui est juste énorme. Comme la tienne. Voilà, tu as décidé de faire ça. Bon bah, tu t'es émancipé et tu as trouvé ton modèle. Eh bien, c'est ça aussi, ce retournement dont on parle. Mais au niveau des individus, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'en fait, je me dis, effectivement, tu as raison. En fait, on est dans un modèle on nous a vendu, on va dire, un modèle du bonheur par le succès, qui est une forme d'accumulation, qui marche pas du tout, hein, by the way, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant de PIB par personne en France, et que les gens sont tristes à crever. Il y a une pandémie de santé mentale, donc si ça fonctionnait, on le saurait quand même aujourd'hui. Donc on voit bien que ça marche pas, ce truc d'accumulation. Et puis bon, c'est pas. Enfin, il y en a certains qui accumulent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'autres, par ailleurs, dans ce système. Donc on voit bien que ça fonctionne pas non plus. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? D'abord, comment on s'informe? Et comment on fait Est-ce qu'il faut aller vers de la désobéissance civile? Alors, maîtriser sa pensée, c'est vraiment la première étape. Et ça passe par accepter la situation. Voilà, il faut accepter qu'on est vraiment planté. Et que c'est dur. Et que ça va être de plus en plus dur. Voilà, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Faut arrêter de se voiler la face. Et ça fait partie du deuil à faire. Donc il y a un deuil à faire, clair. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même de plus en plus nombreux à le faire. Donc ça peut se parler. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure sur la fin du capitalisme, et combien c'était il y a encore quelques temps totalement blasphématoire, que juste dire ce mot-là, maintenant c'est ok. Hein. Tu peux en parler à table sans te faire jeter, tu vois. Tu peux et tu peux même en parler à des patrons d'entreprise, tu vois. Je veux dire, ça y est, quoi. Les gens sont en train de se dessiller. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le bon moment pour faire le deuil. Ok, on va être tous ensemble. Et plus on est nombreux à le faire, et plus ça va être facile à vivre, en fait. Parce que la pression du groupe et le fait de se sentir seul face à ça est un énorme frein. La bonne nouvelle, c'est que à nouveau, on est de plus en plus nombreux. Tu fais partie, je fais partie des gens qui permettent, je pense, Annick, enfin tous ces gens que tu es enfin voilà, c'est ça. On est là. Petit, perdu dans l'océan de médiocrité, de mauvaises nouvelles, de peur, etc. Mais on est là. Il y en a plein. Donc, commencer à reconnaître ça. 2, s'émanciper. Donc, effectivement, moi, je déconseille vraiment de pas avoir de télé, quoi. Franchement, ça sert à rien. 2, la presse libre, il y en a. La presse intelligente, il y en a. Mediapart. Moi, je suis accro à Courrier International. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Et c'est déjà beaucoup. Si tu le lis du début jusqu'à la fin chaque semaine, c'est vraiment beaucoup. Mais allez-y, quoi. Sortez de vos carcans. C'est thérapeutique et ça fait du bien.
Et parce que là aussi, tu vois la vitalité de la presse. Tu vois le travail journalistique dans tout ce qu'il a de plus noble. Parce que c'est de la presse du monde entier et qu'il y a un travail de rédaction énorme. Donc, arrêtez ça. Arrêtez la télé. Arrêtez le plus possible les réseaux sociaux. Comprenez que, et si vous le faites, comprenez que vous rentrez dans une machination, en fait. Vraiment. Qui est juste fait pour vous désactiver. C'est tout. Parce que comme ça, on vous contrôle. Et puis après, il y a l'idée de ne pas rester seul. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Chercher son groupe. Se rapprocher de ces gens-là. Tu parlais de Thinkerview, moi je parlais d'une certaine presse. Il y a des groupes dans les quartiers. Et puis très vite, commencer à comprendre que une fois que on s'est saisi de la réalité, l'étape d'après, c'est de se dire qu'on a envie d'avoir un rôle à jouer. Et ça commence vraiment dans son quartier, dans sa cour d'immeuble. Quels sont les assos autour de soi? Qui bougent? Où est-ce que je peux être utile? Mais surtout, en fait, plus que ça, avoir une expérience de vie. Quand je te disais tout à l'heure, ce qui est visé, c'est cette peur, c'est cette désactivation. Cette activation, elle vient dans ce sursaut de se dire, je peux faire quelque chose, peut-être de minuscule, mais je vais exprimer là que je suis vivant, en fait. Et ça, c'est le cœur du truc. Et honnêtement, peut-être ça vous paraît très théorique, mais je vous garantis que c'est presque une sortie de corps et c'est une reconnexion très forte à la joie. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais bien revenir sur ce que tu dis sur les réseaux sociaux et le fait de faire partie d'une machination. Est-ce que tu peux expliciter un peu ta pensée? C'est prouvé 1000 fois que c'est un labo de Stanford qui s'appelle le Persuasion Lab, qui explique qu'en fait l'algo est fait pour vous injecter vous auto-injecter une petite dose de dopamine, qui est le même système avec la cocaïne d'ailleurs, le sucre ou la consommation. Donc quelque chose qui va aller taper dans ton cerveau pour exciter quelque chose qui est de l'ordre aussi de la peur et du plaisir, et qui va faire une petite excitation et qui va faire que tu vas que tu vas rester en fait, parce que tu vas avoir envie de ta dose de dopamine supplémentaire. Moi, je dis la dopamine, elle se trouve aussi dans le réel, quoi. Alors pas par la drogue, mais par la joie. Et il y a quelque chose d'encore plus chouette dans le réel, c'est l'ocytocine, et c'est l'amour. Et c'est l'amour de ses enfants, l'amour d'autrui, l'amour de la vie, l'amour de la nature, etc. Et ça, c'est encore plus puissant que la dopamine. Mais il faut être un tout petit peu autonome pour y aller, tu vois. Il faut s'arracher des chaînes. Je pense que voilà, les réseaux sociaux, c'est des chaînes en fait. C'est des chaînes qu'on te met au poignet pour que tu te baisses, que tu ne regardes plus autour de toi, et puis que tu te transformes en mort-vivant, quoi. Accro à ta petite dose quotidienne. Et alors, et tu parlais tout à l'heure de liberté de penser. Et du coup, une question qui me vient naturellement, et particulièrement parce que tu parles des algos, et donc on va parler aussi évidemment de tout ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Parce que du coup, ChatGPT, c'est la fin de la pensée, d'une certaine manière en tout cas. En tout cas, ça pourrait ressembler à la fin de la pensée. C'est pas nécessairement le cas, mais... Écoute, c'est le genre de choses qui bien sûr me pose problème et m'effraie. En fait, je vais prendre une expression de mon fils, mais pour moi, c'est le parachèvement actuel de l'économie de la flemme. Tu vois, et là-dedans, je mets tout. Je mets Uber, les trucs qui viennent à domicile pour te livrer, tout ça, machin. Bah maintenant, tu vas avoir ta pensée préformatée, tu vas rentrer 2-3 critères et hop là, on va te sortir ta disserte et ton article et ton film et voilà. Et ben voilà, on y est. Et c'est normal que ce truc arrive.
C'est normal, c'est logique. On est dans l'économie de la flemme. C'est la même chose que la désactivation. Tout ce qu'on, tout ce à quoi on tend, c'est basé sur ce socle de tu as tous les droits, tout est fait pour ton confort et pour que tu sois bien au chaud. Et ben là, tu vois, pour moi, c'est le truc qui technologiquement vient attester ça. Alors je sais bien que il y a plein de gens qui trouvent des vertus à ChatGPT, j'arrive même pas à le dire, tu vois. GPT, tellement ça, tu vois, ça c'est quand j'arrive pas à dire quelque chose, c'est que je suis en colère. Et d'une manière générale, au-delà de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui reste, c'est l'ocytocine. Ce qui reste, c'est la part d'amour, d'imaginaire, de joie et donc la part des émotions. Mais si tu es verrouillé de peur, tu n'as pas accès à tes émotions. Tu vois bien que le chemin, il est vraiment de commencer par casser ce truc-là de peur. Si tu as peur, ChatGPT, tu vas t'en servir. Parce que ça va être pratique, ça va être commode. Tu vas avoir plus de points, machin, etc. Si t'as pas peur, tu vas te dire, ouais, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un exercice en moi où je vais réfléchir, je vais m'éclater, je vais créer, je vais travailler, en fait. Voilà, tu vois, l'anti-économie de la flemme. Je vais travailler. Et pas dans le sens... non, mais ouais. Ouais, c'est de l'effort, mais c'est une sublimation, en fait. Et ça ramène à la question vraiment essentielle. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? On est sur Terre pourquoi ? Pour passer du temps sur les réseaux et chercher la prochaine paire de baskets, ou c'est ça la vie, ça sert à ça ? C'est pour ça qu'il y a eu tout ça, c'est pour ça qu'il y a une Terre qui existe depuis plus de 3 milliards d'années, qu'il y a des millions d'années d'évolution pour aller... C'est tout ça pour ça ? Enfin, vraiment, est-ce que... Tu vois ? Non, mais... j'aimerais qu'on se pose cette question. Et après, il y a peut-être des gens qui disent, ouais, moi, je sers à ça. Très bien. Moi, pas. Moi, c'est sûr que je crois pas. Ce que tu me dis, ça me fait penser à Wall-E, tu sais. Tu te souviens de ce dessin animé ? Ouais. Et écoute, en fait, je l'ai re-regardé et ça m'a... En fait, c'est d'autant plus fort. En fait, tu te rends compte à quel point il y a un certain nombre de messages qui sont assez puissants, en fait. Les dessins animés, notamment de Pixar, sont extraordinaires. Je sais que je me suis fait allumer sur Thinkerview parce que j'avais parlé de Saul, mais là, je vais te parler de Vice Versa aussi, qui travaille sur qui est un film, je sais, sur les émotions, mais c'est extraordinaire, en fait. Et il y a beaucoup de choses dans les dessins animés, beaucoup. Et je pense qu'ils essaient de faire passer un maximum de messages. Et Wall-E aussi, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas vu, Wall-E. Et dans Bigger Than Us, j'ai une scène sur une décharge avec des pelles mécaniques qui remontent des sacs plastiques pour faire des montagnes, en fait. Et tout le monde m'a dit, c'est Wall-E, quoi. Mais j'avais pas vu Wall-E. Donc c'est drôle. Enfin bon, bref. Ouais, non, mais c'est drôle. Mais c'est vrai qu'en fait, d'abord, tu parlais de joie. Et en fait, c'est bizarre parce que on sait tous à peu près comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait tous que la joie, et ce qui fait du sens dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comment je trouve du sens, qu'est-ce qui fait la joie, comment je peux être plus heureux. Bon, on a la réponse. La réponse, c'est il faut créer des liens profonds avec des personnes dans lesquelles tu as confiance. Donc voilà, la réponse, elle est super facile. Franchement, voilà, je vous le dis, si vous voulez être plus heureux, si vous voulez avoir plus de joie, créez des liens avec des gens profonds, avec des gens qui sont autour de vous. Voilà, c'est tout. Il y a rien de plus que ça, c'est de l'amour, en fait. Il y a ni plus, ni moins. Et ça permet de bâtir des choses, etc., etc. Et pourtant, ce qu'on observe, c'est que les gens sont de plus en plus seuls, les gens ont de plus en plus peur, les gens se recroquevillent dans des politiques qui jouent encore plus sur la peur, comme l'extrême droite, donc encore plus que Macron. Et c'est très étrange à observer, parce que tu te dis, mince, pourtant on a la recette, c'est facile, il faut juste se connecter avec les autres, c'est tout. Il n'y a pas besoin de maximiser tes revenus, maximiser ton accumulation, ou accumuler je sais pas trop quoi, comme tu vois, de la décharge, parce que finalement et on sait bien que plus tu as d'argent, plus tu accumules,
Et pourtant, tu vois, j'aimerais bien être dans la tête de Bernard Arnault, tu vois, je me demande ce qui se passe dans sa tête. Je comprends pas, en fait. Je pense qu'il a un autre logiciel que moi, j'en sais rien, j'imagine que oui, parce qu'il doit forcément vivre avec lui-même, donc... mais j'ai du mal à saisir. Et puis il y a des gens qui le défendent en disant oui, mais regardez, il a créé X emplois, etc. Toujours les attends, emplois. mais à quel prix, en fait? Il a créé plein d'emplois, mais d'accord, mais pour qui, à quel prix, et sur le dos de qui, en fait, il fait de l'argent exactement, parce qu'en fait... Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? Enfin, c'est ça, à quoi ça sert? Et ça cartonne, hein? Enfin, Comme jamais. bah oui, non, mais les gens, ils sont... En fait, ce qui est marrant en ce moment, c'est qu'on a ce système de valeurs qui prévaut toujours, l'accumulation. Et en même temps, tu vois, tu parlais d'Adding the Susnel, et toi et moi, mais d'autres personnes, évidemment, sont dans un modèle de nouvelles valeurs qui sont en train d'éclore, tu vois, autour du lien. Moi, tout le sujet de Vlan, c'est le lien à soi, aux autres, à la nature. Tu vois, je sais que tu fais référence à la Gita, c'est clairement dans la Gita, cette phrase. Et c'est, voilà, je veux dire, ce livre, la Gita, c'est la base de l'hindouisme, c'est la base du bouddhisme. Il y a tellement de gens qui s'intéressent au yoga, voilà, la base du bouddhisme, elle est dans la Gita, et la Gita, elle vous dit, créez du lien avec vous, aux autres et à la nature, point. Et pas du lien avec vous de manière en mode développement personnel qui serait une sorte de truc tu vois, où tu regardes ton nombril en permanence. Non, créer du lien avec soi pour créer du lien avec les autres. Elle dit autre chose, si je peux me permettre. Vas-y, bien sûr. Elle dit, mets-toi au service de quelque chose de plus grand que toi. Et ça aussi, c'est du lien. Tu vois, la question du lien, effectivement, elle est essentielle. Et pour bien comprendre, je m'excuse, mais je vais y revenir un petit peu en arrière. Tout ce socle sur lequel la société actuelle est basée, qui organise la peur, organise l'individualisme, organise la compétition. En fait, il organise la séparation. Parce que si vous êtes séparé, vous êtes contrôlable. Vous êtes faible, vous êtes seul. Et donc, voilà, vous êtes soumis à vos pulsions les plus primaires. Ça, c'est quelque chose qui vient de très loin. Hein. Et c'est la séparation entre nous, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos entreprises. Mais c'est la séparation avec les autres pans de l'humanité, c'est la séparation avec le temps, c'est la séparation avec la nature. Et ça revient, c'est Descartes. C'est Descartes. L'homme est supérieur, l'homme en plus, est supérieur à la nature. Bon, là, on était cuits, hein. On a pris tous les droits, on s'est dit, si on a tous les droits sur la nature, on peut en faire tout ce qu'on veut, exploiter les peuples, etc., etc. Donc, tout ça, ça vient de très, très, très loin. Et aujourd'hui, on est dans j'espère vraiment, le queue de comète de cette idéologie-là, voilà. En face, il y a quoi? Il y a la réconciliation. Il y a l'idée que tout est lié. Tout ce qui nous arrive, et c'est ce que j'ai compris le 11 septembre, ces bombes, elles sont pas venues de nulle part. Ces bombes en forme d'avion, elles sont pas venues de nulle part. Si on balance de la violence au monde, elle nous revient. Si on crée les famines loin, les gens vont venir. Si je parle mal à mes enfants, je vais créer des problèmes pour eux. Enfin, voilà, tout est éminemment lié. Et l'idéologie de séparation, elle nous a fait oublier ça. Parce que du coup, on est devenu des machines. On est devenu ce truc qui devait tout le temps produire, quoi, nous-mêmes. Et chercher la performance dans tout, y compris dans nos relations. Donc, la joie dont tu parles, c'était cette espèce de gratuité. C'est faire des choses pas parce qu'elles sont profitables ou rentables, pas parce qu'elles vont m'apporter une accumulation ou satisfaire mon ego. Je vais faire ça parce que j'ai envie de connaître la personne en face de moi. Parce qu'en fait, elle me touche. Parce qu'en fait, cette personne en face de moi, c'est moi. Elle, c'est moi. Moi, c'est elle. La Covid nous l'a très, très bien rappelé. Si t'étais malade, j'étais malade. Si j'étais malade, t'étais malade. C'est évident. On avait une manifestation très nette de cette interconnexion de tout en tout le temps. On n'a pas voulu voir. Voilà. Donc, on va se reprendre encore des trucs là, de plus en plus graves, jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment. Tu vois, mais c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est pas toujours facile d'être dans le lien. C'est pas toujours facile, y compris parce que
parce qu'on se fait rattraper par la peur. Et aller vers les autres, c'est admettre, et je reviens à cette histoire, et bien qu'on est tout petit en fait. Et que non, on n'est pas. Il faut arracher les couches de l'ego, quoi. De l'ego qui te dit qu'il faut que tu sois meilleur, qu'il faut que tu sois plus beau, qu'il faut que tu sois aimé, il faut arracher ça. Il faut reconnaître la part de tout petit pour pouvoir se connecter. Voilà, merci Annick, au tout grand. Et c'est cette verticalité en fait qui rend solide dans ce qui se passe. Pour moi, c'est la seule parade. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Elle est spirituelle. Moi, j'en suis convaincu aussi. Alors, le yoga, c'est super pour avoir des jolies fesses, mais c'est surtout super pour commencer par le corps à approcher des pensées qui ont traversé les millénaires. Enfin, c'est à 5000 ans le yoga, quoi. Et la Bhagavad Gita, c'est vraiment un manuel pour l'action, pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre au service de plus grand que soi et au service des autres? C'est puissant. Hein. Et là, c'est de la joie en barre tout le temps. Et quand tu parles de spiritualité, et pour reprendre les mots d'Annick, c'est pas une spiritualité qui serait liée nécessairement à des dieux avec des dogmes, hein, bien sûr. C'est une spiritualité qui est pas nécessairement dogmatique. Je peux te parler de ça. Je pense que c'est hyper important de parler de ça. J'en ai jamais parlé, mais moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Je vais même te dire, j'étais enfant de cœur, quoi. Je l'ai jamais dit. Et j'y croyais, mais dur comme fer à cette histoire de Dieu, de Jésus, de trucs, de machin. Et puis quelque chose s'est passé dans ma vie qui a arraché ça. Très personnel. Et après, du coup, j'ai rejeté en bloc les religions et avec la spiritualité. Et c'est dommage, tu vois. Et j'ai mis 30 ans à y revenir. Peut-être plus même. 40 ans, tu vois. Mais quel dommage. J'ai tout jeté, le bébé avec l'eau du bain, tu vois. Alors qu'en fait, il y a des gens qui essayent de nous aider à vivre depuis toujours. En donnant, y compris dans la religion catholique d'ailleurs. Y compris là-dedans, tu vois. Donc c'est pas un... Oui, bien sûr. Je suis soulagée en fait de me dire mais en fait c'est là et on le voit pas parce que parce qu'il y a ce rapport violent à la religion et il y a eu cette violence de la religion. Vraiment. En tout cas la religion catholique et puis enfin de toutes les religions. Les religions sont violentes parce qu'elles veulent te contrôler. Donc où est ton libre arbitre en fait, et donc aller puiser à droite à gauche et faire son mix. Je crois que c'est Annick de Souzenel est un exemple de ça. Elle est passée du judaïsme au catholicisme, à l'hindouisme, enfin voilà. Mais allons-y gaiement, quel voyage quoi. Complètement. Et on n'a pas du tout parlé des lanceurs d'alerte et en même temps, ça serait dommage de ne pas en parler quand même, parce que c'est une énorme partie de ta vie et c'est ma vie. Et oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ta vie. Donc, ça serait con de ne pas en parler. Et en même temps, c'est essentiel parce que je crois que les personnes qui écoutent, elles savent pas, on comprend ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Mais on se dit, ah ouais, c'est dommage quand même. Mais tu vois, Aaron, on va parler évidemment, mais d'autres, on peut parler d'Assange aussi, et je sais que tu as une petite dent contre Assange, donc on va en parler aussi, mais on comprend pas très bien pourquoi ils font ça et quel est leur rôle dans la société. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi un lanceur d'alerte et pourquoi il est important? Moi, je crois que le lanceur d'alerte, dans son sens le plus noble, dans son acceptation la plus noble, et pour moi, c'est effectivement Aaron Swartz et Edward Snowden. C'est des personnes qui font le Bhagavad Gita. C'est des karma yogis, c'est des personnes qui se mettent au service de quelque chose de plus grand qu'eux, qui décident de renoncer à leur confort, à leur sécurité, pseudo-sécurité, pour dénoncer une injustice, parce que tous les autres moyens n'existent pas et parce que la hiérarchie directe ou la société ne veut pas entendre. C'est des gens qui se mettent en travers de la route, en fait. Le drame, c'est que à 99%, on les entend pas. La société et les médias en font des personnes dangereuses, dénoncent en fait leur pouvoir
dénoncent en fait l'acte comme anarchiste, complotiste, etc. Alors que c'est un acte éminemment humaniste. Et tu vois, je vais faire un grand écart si tu veux, enfin pas si grand, mais en ce moment on est en train de traiter les personnes qui veulent défendre le climat d'éco-terroristes. Je voudrais alerter tout le monde sur ce qui est en train de se passer. Traiter quelqu'un qui défend le climat d'éco-terroriste, c'est progressivement le faire glisser dans une case du droit, dans lequel le droit commun n'existe plus. Il y a eu un cas évident aux États-Unis il y a 1 mois de ça. Moi, je m'en remets pas. Un enfant qui était, un jeune homme de 26 ans, l'âge d'Aaron, qui défendait une forêt autour d'Atlanta, a été tué à bout portant par la police. Quelques semaines avant, donc c'était une ZAD, quelques semaines avant, la presse martelait que ces gens-là étaient des éco-terroristes. Aux États-Unis, quand vous êtes un éco-terroriste, vous n'êtes plus soumis aux droits communs. Vous n'avez plus les mêmes droits que les autres. Donc je voudrais faire très 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 attention aux personnes qui entendent ces messages et qui pourraient même utiliser cette expression. C'est extrêmement grave. Vous mettez une étiquette sur des gens, déjà qui font un acte qu'on peut, si ce n'est comprendre, en tout cas entendre et respecter. Et par ailleurs, on les fait glisser dans quelque chose qui leur ôte le droit même d'être là, en fait. Et au nom de cet éco-terrorisme, aux États-Unis, il y a 20 États sur 50 qui ont interdit le droit de manifester. Tu me posais la question de savoir si on était en démocratie. Tout ça s'est passé comme dans du beurre. C'était trop facile, en fait. Mais pourquoi c'est facile ? Parce qu'on martèle que c'est du terrorisme. Donc attention, enfin là, moi je lance l'alerte sémantique. Il faut faire très 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 attention. Au nom de, sur notre, profitant de notre indifférence en fait, et de notre peur, il y a des pans entiers du droit qui sont en train de tomber. Et moi, ça me terrorise. Là, je vais te parler de ma peur. J'ai créé ce film Bigger Than Us qui dit à toute la jeunesse du monde entier de se bouger et de devenir activiste. Et là, ce que je vois arriver, c'est un arsenal de lois et de gouvernements qui va broyer ces gens-là. Parce que nous, adultes, qui voyons les choses et qui sont encore programmés pour notre confort, on est OK avec ça. Et on se dit non, mais si le gouvernement le fait, c'est qu'il doit avoir des bonnes raisons, quoi. Ben non. En fait, non. Pas sur ce coup-là. Bah si, ils ont une bonne raison, hein, ouais, de protéger mais c'est le pas capital. Une bonne raison. De protéger le système et de protéger les gens qui l'ont permis d'être élus, en fait. Mais c'est assez intéressant cette. En fait, moi j'ai été choqué par cette expression d'éco-terrorisme. Elle a été prononcée par un ministre. Enfin, tu te rends compte, elle est prononcée par un ministre. Non, je sais, c'est Darmanin qui l'a prononcée. Ouais, c'est pas une parole de journaliste, c'est un ministre qui parle de ça. Non, ouais, bien sûr. Et c'est fou parce que terrorisme, ça voudrait dire détruire, alors que eux, ils sont en train de protéger. Le terrorisme, c'est le capitalisme sur la nature. C'est pas les gens qui protègent la nature qui sont les terroristes. Non, mais c'est hyper intéressant, tu sais. Bien sûr. Même psychologiquement, je trouve que. Et je vais te citer un activiste du climat que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bill McKibben, qui dit « Nous ne sommes pas les extrémistes dans cette bataille ». Eh bien, voilà, je propose à tout le monde de regarder effectivement l'obscénité des super profits, des destructions du vivant, de la surconsommation, de la surproduction, des décharges, etc. Et de se demander qui est un extrémiste dans cette histoire, quoi. Et qui est le terroriste, exactement. Le terroriste, c'est Bernard Arnault, en fait. Enfin, pardon, mais d'une certaine manière, Bernard Arnault, il est beaucoup plus terroriste que quelqu'un qui essaie de protéger une forêt, ou que quelqu'un qui jette de la peinture sur une peinture, en l'occurrence. Le terrorisme, il est là. Il n'est pas dans... Une peinture protégée par ailleurs.
vitre. Bien sûr, oui. Donc, il n'y avait pas de mise en danger. Mais c'est important parce que ça, personne ne le dit jamais. Et du coup, voilà. Oui, non, mais évidemment, tu as raison. L'œuvre n'a pas été atteinte du tout, évidemment. Pour revenir sur Aaron Swartz, qui est un sujet, évidemment, une personne qui t'a beaucoup touché. Tu peux nous rappeler ce que c'est que son combat et pourquoi il est décédé? Alors, Aaron, c'est un Américain de la banlieue de Chicago qui est né avec un don. Une intelligence. Il était surdoué. Et pour connaître pas mal de surdoués, c'est difficile à vivre. J'ai beaucoup travaillé le sujet. C'est souvent des personnes qui sont toujours désaxées par rapport à la société. Oui. Tu sais, c'est Krishnamurti qui dit il n'y a pas de quoi avoir honte de se sentir malade dans une société malade. Donc souvent les surdoués ils ont ça, tu vois. Complètement. Donc Aaron est né avec un cerveau surdimensionné, capacité de réflexion folle, et son père était certainement comme lui et a été un des premiers très tôt son papa s'est mis à coder, à bidouiller les ordinateurs. C'était un hacker, son père. Et il l'a assis devant les premières pages de l'internet, du web plus exactement. Et Aaron est tombé hypnotisé dans le code. Il avait 8 ans. Et depuis l'âge de 8 ans, il s'est mis à coder. Et très vite, alors il a commencé des dessins, des petits sites, des trucs de machin. Et puis très vite, il a été percuté par une autre idée, parce qu'il adorait lire aussi. Et qui était l'humanisme, en fait. Il vient d'une famille qui profondément est teintée de beaucoup de religions juives et très questionnant la vie, en fait. Et Aaron s'est sauvé avec les livres et le code. Et très vite, à l'âge de 12 ans, tu vois, il avait imaginé Wikipédia. Il avait programmé quelque chose qui, je sais plus comment ça s'appelait, mais bon, bref, 6 mois plus tard, Wikipédia est sorti, a balayé le truc et tout, mais il avait cette idée que l'Internet, le web, devait émanciper l'humanité, devait servir à partager la connaissance. C'était ça son grand humanisme, c'était l'idée de rendre la parole et la pensée la plus libre possible. On reboucle avec le début de l'interview sur la démocratie et ce qui est en jeu aujourd'hui. Et donc, il a été... donc à 14 ans, il a contacté Tim Berners-Lee, qui travaillait au MIT, et il a proposé de l'aider à distance. C'est le fondateur du web. Il a proposé de l'aider à distance et il a rentré dans son groupe de travail. Alors, Tim Berners-Lee travaille avec beaucoup d'ingénieurs partout dans le monde à distance, etc. Et puis un jour, c'est lui qui a travaillé l'architecture du web, quand même, de toute l'ossature sur laquelle on utilise et avec laquelle toi et moi là on discute. Et un jour, il a décidé de réunir tous les gens qui travaillaient autour de lui au MIT. Et il y avait Aaron SW qui arrive, donc qui en fait était un enfant d'1m20 perdu sous son cartable. Ils ont cru que il s'était perdu et ils sont tombés à la renverse quand ils ont compris que le type qui débuguait les lignes de code de tout le monde était un enfant de 14 ans. Et très vite, il a intégré le MIT, en tout cas le groupe de recherche de W3, l'entité qui supervise l'Internet, en fait. Et il a beaucoup travaillé avec Tim Berners-Lee. Et il a continué à programmer beaucoup de choses, y compris Reddit, pour cette idée de partage de l'idée, partage de la parole, partage de la conversation, de rendre les choses les plus horizontales possibles. Et il a continué à progresser. Reddit, il l'a vendu, l'a rendu riche. Il a pu, du coup, ne travailler que pour ses causes. Bien sûr, il a arrêté l'école très tôt. Bien sûr, il est diplômé de nulle part. Il a fait 6 mois à Stanford. Il a cru mourir tellement il trouvait pathétique la façon dont la technologie s'emparait de l'intelligence humaine pour faire juste des choses rentables. Et il a commencé à se politiser avec le 11 septembre et à se rendre compte que la technologie qu'il adorait allait se retourner contre nous. Il l'a vu, en fait. Il a vu la façon dont le Patriot Act allait légitimer, en fait, le fait qu'on utilise tout l'arsenal de surveillance du monde entier, des États-Unis,
contre la population elle-même, au nom, y compris toujours, du terrorisme. Et il a commencé à écrire beaucoup là-dessus, à créer des outils pour rester, pour que la pensée à un moment soit libre, y compris les licences libres. Creative Commons, c'est lui, avec Larry Lessig, qui est une autre personne que j'adore. Enfin voilà. Mais c'est des personnes qui ont essayé de nous prévenir, qui ont essayé de nous dire. Et Aaron faisait partie de ces gens, comme Assange en fait, qui alertait tout le monde sur le pouvoir de la technologie. Assange est allé plus loin, il l'a utilisé pour alerter sur la façon dont les gouvernements nous oppressaient finalement. Et Aaron, en fait, était contemporain de cette histoire. Et tu dis, c'est vrai, j'ai une dent contre Assange, Julian Assange. Non pour Wikileaks, que j'ai trouvé merveilleux. J'étais moi aussi fan. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec Julian Assange. J'ai travaillé la traduction d'un de ses livres, etc. Mais en fait, Julian est quelqu'un qui n'a pas sans doute, à mon sens, suffisamment respecté et protégé ses semblables, à savoir les hackers. Et quand il est tombé, il y a eu une cabale contre tous les gens qui maîtrisaient la technologie mieux que le gouvernement, y compris contre Aaron. Et Aaron est tombé pour quelque chose de complètement secondaire. Il avait aspiré une base de données de journaux scientifiques, de publications académiques protégées par un mur payant, parce que son idée était que tout le monde devait avoir accès à la recherche académique. Il n'y a pas de raison qu'un chercheur de Stanford, qui avait été financé en plus par des deniers publics. Donc il ne comprenait pas. Et d'ailleurs, grâce à son acte, on a beaucoup progressé sur le sujet, mais il ne comprenait pas que la recherche scientifique soit protégée par le droit d'auteur, c'est-à-dire par le droit payant. D'ailleurs, le droit d'auteur peut être libre, mais par le droit payant, qui d'ailleurs ne revenait pas nécessairement à l'auteur, il revenait aux éditeurs. Et il a coécrit un manifeste là-dessus. Mais c'était vraiment son idée, que la pensée devait être libre. Si l'idée, c'était de s'émanciper en partageant les idées, alors ces idées devaient être libres. C'est une idée de Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite paléontologue du début du siècle, qui parle du point oméga. Il parle de ce moment où il y aura une technologie, il parle de ça en 1950, il y aura une technologie qui permettra à l'humanité de se rejoindre dans un cortex globalisé, qui permettra à l'humanité de donner à l'univers une conscience de lui-même. Ça s'appelle le point oméga, le phénomène de l'homme. C'est quelque chose, Aaron n'avait pas lu Pierre Teilhard de Chardin, mais c'est quelque chose, même les jésuites y pensent. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc farfelu, quoi. Et en fait, Aaron est tombé pour ça, c'est-à-dire que le MIT a sonné l'alarme, le FBI est tombé sur Aaron. Il a été harcelé par le gouvernement d'Obama, qui en a fait un martyr, pour arrêter tout le monde, pour dire à tous les gens qui avaient des velléités de s'engager avec la technologie, si vous faites quelque chose, c'est ce qui vous arrivera, quoi. Et pour moi, c'est un martyr, c'est un supplicié complètement incompris, c'est-à-dire que il y a eu une cabale contre lui, il y a eu procès, enfin il y a eu menace de procès, et 4 mois avant son procès, il a utilisé tout l'argent qu'il avait gagné pour s'entourer d'avocats susceptibles de le défendre. Et 4 mois avant son procès, il a décidé de se suicider. C'est quelqu'un qui avait des pulsions dépressives. Depuis l'enfance, j'en ai parlé, c'est difficile de naître avec un cerveau pareil. C'est vraiment très, très difficile. Tout le monde s'estime zèbre, mais la réalité, il y a beaucoup de gens qui s'estiment zèbres, mais la réalité des gens surdoués, et moi j'en connais quelques-uns, c'est très difficile à vivre. Ils ont du mal à vivre. Comment dire, et surtout dans une société aussi médiocre, en fait. Et je pense que Aaron est parti pour ça. Il n'est pas parti. Je pense pas qu'il ait eu peur d'affronter le gouvernement. Je pense qu'il n'arrivait plus à tenir face à une société médiocre. En fait, il ne résistait pas. Et il est parti tôt, il est parti en 2013. Il n'a pas vu Trump, il n'a pas vu tout ça, mais il l'avait prédit, en fait. Il voyait le glissement. Il était très proche d'une femme qui s'appelle le sénateur Warren. J'ai oublié son prénom, pardon, je butais. Bon, bref.
Elisabeth Warren, merci beaucoup. Elisabeth. Il était très proche d'elle. Il programmait il était dans ses campagnes, etc. C'est quelqu'un qui était viscéralement, qui avait une idée de la politique, qui était une idée gracieuse, grande, au service de l'humain, au service de la démocratie, au service de la vie, en fait. Et il s'est pris porte de saloon sur porte de saloon. Et je pense vraiment, vraiment que son suicide est une incapacité à vivre dans ce monde-là et pas du tout un refus de l'affrontement du gouvernement. Et juste pour l'idée, pour les gens qui nous écoutent, il avait été condamné, enfin, en tout cas, dans le procès, il était condamné à 30 ans de prison et interdiction d'utiliser un ordinateur à vie, quoi. Donc, il était condamné à 35 ans de prison, interdiction de toucher un ordinateur à vie, $1 million d'amende. Et pour quelqu'un qui ne sait s'exprimer que par le code, effectivement, ne pas toucher un ordinateur, c'était compliqué pour lui, ouais. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas du tout. Moi, j'ai passé 4 ans sur cette histoire, j'en ai fait un livre parce que je pense qu'on a perdu quelqu'un de très important. Ouais. Et si les gens ils s'intéressent aux lanceurs d'alerte, tu as aussi un documentaire qui est gratuit sur YouTube sur Snowden. Ouais, j'ai eu la chance à peu près au même moment de travailler avec Edward Snowden sur un documentaire qui s'appelle Meeting Snowden que normalement vous trouverez sur les plateformes, enfin pas sur les plateformes, enfin bon bref sur internet gratuitement puisque Arte a eu la gentillesse de le libérer. J'ai pas été vérifiée si c'était toujours le cas, mais visiblement oui. Je te confirme. Très bien. Donc allez-y et c'était. J'ai eu une chance incroyable de le rencontrer. C'est une personne magnifique, stellaire. Qui s'est retourné, quoi. Voilà, les lanceurs d'alerte, c'est des gens qui se sont retournés à la Souzenel, quoi. Voilà, c'est des gens qui ont plongé, quoi. Et pour nous. Et donc c'est pour ça que si on n'est pas tous capables de faire ça, et il y a plein de raisons, voilà, au moins de reconnaître toute la noblesse de cet acte-là, c'est formidable, quoi. Merci beaucoup. C'est passionnant parce que c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en fait. Ce que tu dis, je trouve qu'on l'entend. Elle ressort pas dans les médias traditionnels et on l'entend assez peu. Elle est même dérangeante, je pense, pour plein de gens qui nous écoutent parce que c'est genre, mais qui est cette personne? Qu'est-ce qui a bien dérangé? Et tu vois, il y a vraiment ça. C'est OK. Je suis OK avec ça. J'ai l'habitude. Et puis de moins en moins, je pense que tu vois, même l'interview, Thinkerview me laisse à penser que il faut que j'abandonne cette peur de la dissonance parce qu'en fait, on est plein. On est plein, mais on se voit pas et on se compte pas encore. Mais ça va venir. Complètement. Le podcast s'appelle Vlan, donc je dois savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. À la culpabilité. C'est un nouveau chemin pour moi, donc c'est pour ça que, tu vois, ça aurait été facile de te dire la peur. Bon, j'en ai parlé pendant 1h10 là, donc voilà. Non, moi, mon prochain défi, c'est la culpabilité. Parce que je me rends compte que souvent, c'est un autre frein à la liberté, en fait. Et c'est pas la liberté de tout faire, c'est la liberté de penser, la liberté... en fait, c'est comme une barrière, c'est comme une espèce de clôture que tu mets autour de toi. Donc, il me reste ça, ouais. Parfait. Clairement. Parfait. Merci beaucoup, Flore. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.